Bien, j'espère que vous avez bien régurgité de façon à être confortable cet après-midi. Voilà, alors un grand merci à nouveau, et puis avant de le faire définitivement ce soir, et puis ensuite par courriel, aux organisateurs de m'avoir invité pour et l'atelier sur les antibiotiques hier et ce topo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des réactions d'hypersensibilité aux AINS, enfin antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens chez l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'après les antibiotiques, vous voyez que c'est la deuxième suspicion d'hypersensibilité médicamenteuse chez l'enfant, et que non seulement elle est assez fréquente, puisqu'elle représente à peu près 25% des suspicions d'hypersensibilité médicamenteuse, mais parce que alors ça dépend des séries, mais dans 15 à 20-25% des cas, on arrive à prouver que, par le bilan, que l'enfant est bien atteint d'hypersensibilité médicamenteuse. Ici, dans cette étude qui est en cours de rédaction, vous voyez qu'il y a dans notre étude 35% des enfants chez lesquels on a fait la preuve qu'ils étaient atteints d'hypersensibilité aux AINS. À côté de ça, nous, ça nous paraît fréquent parce que, évidemment, il y a des biais de recrutement. C'est relativement rare dans la littérature. Vous voyez que quand on fait une revue de la littérature, on trouve de 0,2 à 0,5% d'enfants tout venant, cette fois-ci, dans la population pédiatrique générale, qui sont suspects d'hypersensibilité aux AINS, sachant que ce chiffre peut monter jusqu'à 10 à 30% chez les asthmatiques et les enfants qui ont des urticaires chroniques ou récidivantes. À côté de ça, c'est certainement assez rare, puisque dans une étude qui a été effectuée il y a une vingtaine d'années, prospective au hasard chez 27 000 enfants américains, on a donné soit du paracétamol, soit de l'ibuprofène pendant 4 à 5 jours à la maison, et il ne s'est rien passé. Donc, en fait, nous, ça nous paraît fréquent. Finalement, dans la population générale pédiatrique, c'est relativement rare. Alors, comme vous le savez, il existe une dizaine de familles chimiques différentes d'antalgiques, antipyrétiques à INS, de l'aspirine au coxib, en passant par le paracétamol, etc., etc. Et chacune de ces familles a une structure totalement différente des AINS des autres familles chimiques. Et ça peut très bien expliquer qu'il existe des hypersensibilités allergiques, dont les unes sont IgE-médiées et qui sont aiguës, qui vont survenir très vite après la prise du médicament, et qui vont par contre guérir relativement rapidement sous l'influence du traitement ou même spontanément quand ce n'est pas grave. Et puis, des réactions d'hypersensibilité retardées que sont les érythèmes polymorphes, les toxidermies potentiellement sévères, certaines photosensibilisations, etc., etc. Ces hypersensibilités retardées, en général débutant rarement avant 24... Zut, j'ai fait une bêtise là, comment je fais pour me débarrasser de... Voilà. Débutant rarement avant la 24e heure après le début du traitement, étant liés à des lymphocytes T spécifiques et durant plus longtemps que les réactions immédiates aiguës. Par ailleurs, les antalgiques antipyrétiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens ont des propriétés pharmacologiques communes, quelle que soit la famille chimique à laquelle ils appartiennent. Et pour schématiser, l'acide arachidonique qui se trouve dans la membrane des cellules de l'organisme peut être métabolisé selon deux voies. Une voie qu'on appelle la cyclooxygénase 1, qui fonctionne en permanence et qui donne naissance à des prostaglandines, en particulier PGI2, la prostacycline, qui est antiagrégante, et PGE2, qui est immunomodératrice, anti-inflammatoire, en particulier en inhibant la synthèse et la libération des leucotriènes. Ça fonctionne en permanence. La deuxième voie métabolique ne fonctionne que lorsqu'il existe une inflammation, de la fièvre, une infection. C'est la voie de la cyclooxygénase 2, et cette voie aboutit essentiellement à la production de prostaglandine D2, F2-alpha et de thromboxane, qui sont puissamment constricteurs du muscle lisse bronchique
et vasoactif. La voie de la cyclooxygénase 2 est spécifiquement ou presque inhibée par les coxibes, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont apparus il y a une dizaine d'années, alors qu'à l'inverse, zut, j'ai fait une bêtise, je ne sais pas comment faire, la voie de cyclooxygénase 1, donc, qui est plutôt anti-inflammatoire, est inhibée de façon spécifique par les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques. Est-ce que quelqu'un peut venir remettre au niveau ce diaporama? Et donc, chez certains individus, si on leur donne de l'aspirine, de l'ibuprofène, ainsi de suite, on va inhiber la production de prostaglandine E2, qui elle-même est anti-inflammatoire et est anti-bronchoconstrictrice. Alors oui, ça... Voilà. Non, ça fait pas... Attendez. Non, il faut revenir ici. Non, là, il n'y a rien, c'est là. C'est là. Donc, Attendez. Il faut venir ici. Je sais. Ah, il suffit de faire avec les doigts? Voilà. Bon, bah merci bien. Alors donc, allons-y rapidement. Ça, ce sont les réactions d'hypersensibilité non allergique. Et le risque pour ces patients qui sont sensibles, et parfois cette sensibilité est liée à un terrain atopique, même si la réaction ici est non allergique, le risque de réaction, d'une part, et de gravité des réactions augmente avec la capacité qu'ont les médicaments anti-inflammatoires à inhiber la cyclooxygénase 1. Et donc, par exemple, le risque, il est majeur avec l'aspirine, le kétoprophène, qui sont très inhibiteurs de la cyclooxygénase 1 et peu de la COX-1, alors qu'il est beaucoup plus faible pour l'ibuprofène, pour le piroxicam, pour le paracétamol, etc., etc. Ces réactions d'hypersensibilité non allergique sont classées en deux grands types. Les réactions qui surviennent chez des sujets prédisposés, soit par une maladie respiratoire, rhinite, asthme, syndrome de Fernand-Vidal. Là, c'est donc ce qu'on appelle les affections respiratoires exacerbées par les EINS, et les autres qui sont liées à une affection cutanée, en particulier l'urticaire chronique, qui va être exacerbée quand ces patients vont prendre le médicament. La deuxième possibilité, c'est que les sujets soient parfaitement sains et que chez eux, les AINS induisent, par leurs propriétés pharmacologiques et non par une allergie, induisent soit de l'urticaire, soit des réactions respiratoires, souvent d'ailleurs associées à de l'urticaire. C'est pour ça qu'on les appelle les réactions mixtes, blended, c'est comme le whisky, qui n'est pas pur malt. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Il y a un projet de classification légèrement différent dans la mesure où, en ce qui concerne ces réactions d'hypersensibilité non allergique, on les confond un peu toutes sous un même vocable, hypersensibilité non allergique, parce que, comme vous savez, chez l'enfant, il y a assez peu de syndrome de Fernand-Vidal et il y a assez peu d'urticaire chronique. Donc on regroupe le tout. Le diagnostic, alors il repose d'abord sur une histoire clinique qui va être d'autant plus évocatrice que les réactions sont immédiates, très accélérées. Vous voyez ici, dans une étude qu'on a fait avec le docteur Amal Hassani qui est là, que quand la réaction survient de façon précoce, eh bien, le risque que l'enfant réagisse à l'AINS est beaucoup plus important que quand la réaction survient plus tardivement. Deuxièmement, qu'elles sont plus ou moins graves. Ici, les anaphylaxies. Presque tous les enfants qui avaient fait une anaphylaxie à un AINS ont été considérés comme hypersensibles. Enfin, on leur a fait le diagnostic d'hypersensibilité aux AINS, alors que quand les réactions sont beaucoup moins graves, le risque est moins élevé. Donc que les réactions sont immédiates, très accélérées, qu'elles sont plus graves, qu'elles se répètent, et qu'elles se répètent soit avec des substances de familles diverses, ce qui va permettre d'évoquer une hypersensibilité non allergique, pharmacologique, soit avec des médicaments de la même famille, ce qui va permettre d'évoquer une possible hypersensibilité allergique. Ensuite viennent les tests cutanés. Alors ces tests cutanés, ils sont considérés comme non fiables
D'abord parce qu'ils ne sont intéressants que si le patient a une hypersensibilité allergique. Si c'est une hypersensibilité non allergique liée aux propriétés pharmacologiques des AINS, les tests cutanés ne sont pas intéressants. Et d'autre part, ils ne sont pas standardisés, leur sensibilité, leur spécificité sont mal connues, et donc ces tests cutanés, pour l'instant, sont très discutés. Néanmoins, alors on va passer vite, voici l'histoire de Melvin, un petit qui tolérait les AINS, la noisette, qui avait une allergie respiratoire au pollen de bouleau et qui, un jour, prend son Nutella au petit déjeuner, du paracétamol, et qui fait une réaction anaphylactique. Donc il y avait plusieurs hypothèses, une allergie à la noisette, une allergie vraie au paracétamol, ou bien une hypersensibilité non allergique au paracétamol, avec possibilité de réagir à d'autres AINS. Donc dans son bilan initial, on lui a fait des tests cutanés à la noisette, qui ont été un peu douteux, mais par contre, comme vous voyez ici, les tests cutanés au paracétamol ont été négatifs. Les dosages d'IgE spécifiques pour la noisette sont revenus négatifs, et donc il a été décidé de lui faire un test de provocation par voie orale au paracétamol en hôpital de jour, et vous voyez que ce petit a réagi relativement rapidement lors du test de provocation. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? On ne sait pas là, puisque ces tests cutanés au paracétamol sont négatifs, on ne sait pas si c'est une hypersensibilité allergique avec des tests cutanés négatifs ou une hypersensibilité non allergique. Et donc il faut le tester avec un autre AINS plus inhibiteur de la cyclooxygénase 1 que le paracétamol. Et vous voyez qu'il a reçu de l'ibuprofène qui a été bien toléré. Et donc le diagnostic, c'est chez cet enfant une hypersensibilité allergique au paracétamol. Et donc il peut tolérer tous les autres antalgiques antipyrétiques AINS. Quentin, un petit que j'ai bien aimé, qui avait toléré des AINS divers. Ce qui nous intéresse, nous, là aussi, c'est la réaction au paracétamol et donc des réactions répétées et modérément graves, immédiates. Donc le problème était, a-t-il une allergie au paracétamol ou une hypersensibilité non allergique aux AINS? Il ne tolère pas le paracétamol, mais il ne tolérera pas l'ibuprofène, l'aspirine, etc., etc. Et donc on a fait des tests cutanés au paracétamol et à l'ibuprofène, puisqu'il y avait un petit doute pour une réaction antérieure. Et vous voyez que les tests cutanés sont revenus. Je ne parle pas du kétoprofène qui donne des faux positifs. Il est revenu franchement positif pour le paracétamol, avec en plus une réaction quelques 30 minutes après d'un œdème du visage et une voix rauque qui ont mis 30 à 40 minutes pour disparaître. Donc on a cet enfant qui a des tests cutanés positifs au paracétamol. Il est clair que les tests cutanés positifs correspondent à son histoire clinique d'anaphylaxie répétée au paracétamol et on ne va pas faire de test de provocation. Par contre, il faut faire la preuve, même si nous on sait qu'il est allergique au paracétamol, il faut faire la preuve qu'il n'est pas, qu'il tolère les autres. Ça c'est pour la famille et pour les médecins. Et vous voyez que cet enfant tolère l'ibuprofène et l'aspirine, et donc il a une allergie immédiate au paracétamol, cette fois-ci avec des tests cutanés positifs. Et vous avez vu qu'avec le précédent, eh bien, il y avait aussi une allergie immédiate au paracétamol avec des tests cutanés négatifs. Ce cas-là, on va le passer plus rapidement. Celui-là est relativement intéressant. C'est l'histoire de Julien qui avait toléré des antalgiques antipyrétiques AINS et des antibiotiques divers et qui fait 3 syndromes de Stevens-Johnson successifs à quelques semaines d'intervalle lorsque son médecin lui prescrit de l'amoxicilline et de l'ibuprofène, puis de l'amoxicilline et de l'ibuprofène, puis de la josacine et de l'ibuprofène. À chaque fois, il a été hospitalisé pendant 3 semaines, les sérologies diverses ont été négatives et il tolère le paracétamol. Donc, dans la mesure où il avait pris aussi des bêta-lactamines, on l'a testé aux bêta-lactamines, mais ce qui est intéressant, c'est les tests cutanés à lecture retardée à l'ibuprofène qui ont été négatifs. Et on lui a fait un test de provocation à la josacine pour montrer que ce n'était pas la josacine, à l'amoxicilline pour montrer que ce n'était pas l'amoxicilline. Le diagnostic le plus probable, et même certain,
c'est que cet enfant a une hypersensibilité non immédiate à l'ibuprofène, qui va contre-indiquer tous les profènes puisqu'ils se ressemblent beaucoup. Vous voyez que, là, comme tout à l'heure avec les tests cutanés à lecture immédiate au paracétamol, eh bien, nos tests cutanés à lecture retardée aux AINS ne sont pas positifs dans tous les cas. Donc, ils ont une valeur diagnostique extrêmement aléatoire et, ce faisant, ils ne sont pas recommandés. Les examens biologiques, de quoi dispose-t-on? De presque rien, hein. Je passe très rapidement. On dispose de presque rien. C'est difficile, c'est coûteux, c'est variable. Quand ils sont positifs, vous allez le voir à droite, ils se négativent très très rapidement chez les rares patients chez lesquels ils sont positifs. Donc ces tests in vitro aux AINS, que sont les tests d'activation des basophiles, les tests de libération des leucotriènes, ne sont absolument pas recommandés. Alors qu'est-ce qui nous reste? Les tests de provocation-réintroduction, qui sont considérés, comme on dit, comme étant le gold standard, le standard en or. Et comment va-t-on effectuer ces tests de réintroduction-provocation? Dans les réactions non ou peu graves et peu évocatrices, par un test de provocation d'emblée. Le petit fait une banale œdème du visage après avoir pris tel AINS, vous prenez à l'hôpital, vous lui redonnez l'AINS et 9 fois sur 10, il ne se passe rien. Si par contre les réactions sont plus évocatrices, plus graves, ou même si par vos tests cutanés, vous avez fait la preuve qu'il est réellement atteint d'hypersensibilité allergique à ce médicament, vous allez faire un test avec n'importe quelle autre famille chimique de médicaments, mais une famille chimique qui n'est plus la cyclooxygénase 1. On l'avait vu tout à l'heure avec le petit qui avait réagi au paracétamol et auquel on fait un test à l'ibuprofène. Voilà, ça c'est pour les hypersensibilités allergiques, pardon. Pareil pour les hypersensibilités non allergiques, mais toujours après avoir contrôlé la tolérance des médicaments faiblement inhibiteurs de la cyclooxygénase 1. Par exemple, le patient, l'enfant qui réagit à l'ibuprofène, vous allez vous assurer, soit sur son histoire clinique, soit avec un test de provocation préalable, qu'il tolère le paracétamol. Et ensuite, vous ferez votre test avec l'aspirine, par exemple. Alors certes, on nous dit que les tests cutanés, les tests biologiques ne sont pas bons et qu'il faut recourir directement aux tests de provocation, mais vous voyez ici que dans ce consensus qui nous dit qu'il ne faut pas faire de tests cutanés, pas faire de tests biologiques, on nous dit que peut-être ça pourrait être utile. Surtout dans les réactions anaphylactiques et les toxidermies potentiellement sévères. On en revient à ce qu'on disait hier dans l'atelier sur les médicaments anti-infectieux. Reste à savoir si, à côté de chez vous, vous avez un laboratoire qui est capable de faire ces tests qui sont coûteux, ne peuvent être faits que dans des laboratoires qui sont à la fois bien entraînés et bien équipés. Alors, pour prévenir les récidives chez ces patients chez lesquels on fait la preuve qu'ils ont une hypersensibilité allergique à une famille d'AINS ou une hypersensibilité non allergique à plusieurs familles d'AINS, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, si on a fait la preuve qu'il s'agit d'une hypersensibilité allergique, eh bien, la prévention, elle est très simple. Contre-indication de la famille chimique d'AINS auquel le patient a réagi, et puis vous pouvez donner toutes les autres. Il a réagi au paracétamol, vous pouvez lui donner des coxibles, de l'acide acétylsalicylique, des profènes, ainsi de suite. On l'a vu avec le petit Quentin, là, tout à l'heure. Il a une allergie immédiate au paracétamol, mais il tolère tous les autres familles chimiques d'AINS. Alors, si on veut raffiner un petit peu, on peut, après avoir fait des tests poussés, on peut essayer de voir si le patient tolère des AINS de la même famille chimique. On se pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est intéressant dans le cadre de la recherche clinique, mais vous voyez par exemple ce petit qui avait des tests cutanés négatifs à l'ibuprofène, on lui fait un test de provocation orale à l'ibuprofène avant, au bout d'1 heure, 1, 2 heures, 3 heures de test, il est comme ça,
et puis 4 ou 5 heures plus tard, il est en pleine forme. Mais vous voyez que, par contre, il tolère les autres familles d'AINS, y compris le kétoprophène, donc il peut tolérer les AINS autres que celui qui a déclenché les symptômes. Pour les réactions d'hypersensibilité non allergiques, qui sont donc liées à la pharmacologie, il faut à la fois contrôler les maladies sous-jacentes lorsqu'elles existent, urticaire chronique, asthme, polypose naso-sinusienne, et on peut recourir à des médicaments qui sont moins ou peu inhibiteurs de la cyclooxygénase 1, par exemple. L'enfant qui a une intolérance aux AINS mais qui tolère le paracétamol, ben vous recourrez au paracétamol ou au Voltaren ou au piroxicam, voire au coxib s'il le faut. Alors, dans ces cas-là, il y a deux choses auxquelles il faut penser. Il faut penser que si on lui donne beaucoup du médicament, du paracétamol par exemple, dans l'exemple que je viens de prendre, et de façon prolongée, comme c'est un effet pharmacologique, il y a un moment où cet effet pharmacologique va prendre le dessus et où peut-être on va avoir une réponse, une réaction qui est liée à une dose totale cumulée importante. Donc il faut prévenir les parents et il faut qu'ils aient un traitement de secours, si j'ose dire, au minimum des antihistaminiques. Dans les réactions bénignes à modérées, on peut également, en même temps qu'on donne les AINS, donner des antihistaminiques, voire des antileucotriennes. Ça ne marche pas mal du tout dans les réactions bénignes, hein, pas dans les anaphylaxies, bien évidemment. Enfin, pour terminer, sur ces hypersensibilités aux AINS, en particulier les hypersensibilités non allergiques qui sont relativement les plus fréquentes, voilà une étude prospective qui a été menée, c'était des adultes, là pas des enfants, et qui a été publiée il y a quelques années, où ont été suivis pendant plusieurs années des patients chez lesquels on avait fait la preuve qu'ils avaient une hypersensibilité non allergique aux AINS. Vous voyez qu'au bout de 4 ou 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus, il y a 60% de ces patients qui ont pu à nouveau tolérer les AINS. Ça veut donc dire que ces intolérances pharmacologiques, elles guérissent dans à peu près les 2/3 des cas. Et quels sont ceux qui guérissent le plus vite? Eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas de terrain atopique, ici en vert, alors que les atopiques, eux, vous voyez, ils mettent plus longtemps, c'est plus difficile de guérir. Ce sont ceux qui... Ah, décidément. Voilà. Ce sont ceux qui ont fait des réactions plus d'une heure après la prise d'AINS, alors que ceux qui ont fait des réactions vraiment immédiates, très rapides après la prise d'AINS, ont eu plus de mal à guérir. Et ce sont ceux qui ont eu une urticaire simple, banale, sans gravité, alors que ceux qui ont eu des angioœdèmes, donc des réactions plus graves associées à l'urticaire, ont été plus difficiles à devenir tolérants. Donc dans ces hypersensibilités non allergiques aux AINS, il ne faut pas dire aux patients vous êtes foutus, vous ne pourrez plus jamais en prendre, simplement on va vous donner que du paracétamol ou que des coxib. Faut leur dire que peut-être que dans 5 ou 6 ou 7 ans, il faudra refaire le point pour voir si à nouveau ils peuvent tolérer les AINS. Alors comment expliquer qu'on peut guérir spontanément comme ça d'une pathologie, alors que d'autres pathologies, au contraire, elles ont plutôt tendance à s'aggraver. On n'en sait rien, mais c'est pas inintéressant de le savoir pour rassurer les patients. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, M. Panvert, pour ces éclaircissements. Alors, Ce sujet.